Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'actualité en débat de ce jour. Nous sommes aujourd'hui mardi 26 septembre 2023. Nos deux invités sont déjà en place. Koussei Yao, le directeur du site d'information africanligne.tg et notre deuxième confrère Stan Asiaton, journaliste au journal opinion.tg. Stan, bonjour. Oui, bonjour Anita, bonjour Toussaint, bonjour à tous qui nous suivent actuellement en direct de 47. Merci d'être à l'heure. Toussaint, bonjour. Bonjour Anita, salut respectueux à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Et si vous permettez... Nos condoléances à vous aussi. Hein, oui, notre rédaction effectivement est en deuil. Vous avez perdu un de vos correspondants. Tout à fait, Oscar Delacagrebor s'en est allé. Hein, il est notre correspondant dans les plateaux. Donc c'est un confrère hors pair. Il a de très bonnes qualités rédactionnelles. Il n'est plus là. Il avait de très bonnes qualités rédactionnelles. Et au micro, il est aussi très bien. Et ça, moi, le matin, un grand choc pour notre rédaction. On a perdu vraiment une grande plume. Toute la peuple congolaise ressent naturellement ce deuil. C'est un confrère hors pair qui s'en est allé à la fleur de l'âge, paix à son âme. Paix à son âme également, et nous présentons nos condoléances au journal africanligne.tg ainsi qu'à la famille biologique du confrère Stan. Des condoléances à présenter à sa famille biologique. Oui, tout à fait. C'est encore un journaliste qui vient s'ajouter à la longue liste de journalistes que nous perdons depuis quelques années déjà. Il y a quelques mois, c'était le confrère de Virtual FM, Jacob Hama. On n'a pas fini de pleurer Jacob quand le week-end dernier, on a appris la mauvaise nouvelle de Oscar. Apparemment, il a été enterré le week-end dernier. Oui, le samedi, hein, 23, je crois. À Seva, dans la région, à Tabico, en fait, région de Yoto. Préfecture de Yoto. Tout à fait. En tout cas, nous profitons des antennes de E47 pour présenter une fois encore nos condoléances d'abord à mon confrère Koussei. Merci, c'est du coup que nous ressentons très durement. Toute notre relation est éprouvée par cette triste nouvelle. Parce que ces reportages vont nous manquer maintenant. Vraiment, c'est du courage à vous. On laisse Stan présenter ses condoléances. Et également mes condoléances également à sa famille biologique, tel que Koussei vient le présenter tout à l'heure. Ça veut dire que c'est un gars qui a beaucoup de qualités. Et perdre comme ça un homme de qualité dans une famille, c'est un grand choc, tant au niveau de la nation que dans sa propre famille. Donc je pense que ce moment, c'est un moment vraiment douloureux pour la rédaction et puis la famille du disparu. On ne peut malheureusement rien. On va tout simplement dire nos condoléances, que Dieu apaise le cœur de tous ceux-là à qui le décès de Oscar fait vraiment mal. Tout le trou, tout le vide que sa disparition crée au sein de la rédaction et puis dans sa famille et auprès de tous ceux qui ont côtoyé ou bien tous ceux qui connaissent ou bien ont aimé Oscar. Alors que Dieu l'accueille dans son rêve. Que Dieu l'accueille dans sa demeure et qu'il apaise le cœur de sa famille et de ses proches. Premier sujet donc dans cette émission, la rentrée scolaire. Les élèves ont repris les chemins des classes hier lundi pour le compte de l'année scolaire 2023-2024. La nouveauté cette année, c'est l'enseignement de l'anglais au primaire. Comment trouvez-vous cette initiative du gouvernement togolais? Bon, je pense que c'est une très bonne initiative. L'anglais, c'est aujourd'hui une langue internationale. Donc, sans l'anglais, vous ne pouvez pas commercer avec les autres pays anglo-saxons. Donc, l'introduire déjà au primaire, c'est une très bonne chose. On aurait pu le faire depuis longtemps déjà. On ne l'a pas fait. Mais tard que jamais, moi j'ai beaucoup approuvé cette initiative qui permettra, parce que nous on a fait
l'anglais du collège jusqu'à l'université, mais on n'est pas aguerri là-dedans. On a toujours des difficultés. Maintenant, si on l'enseigne maintenant dès le bas âge, c'est-à-dire dès le primaire, beaucoup en prendront donc le goût et pourront donc développer une certaine dextérité à l'âge adulte dans la scolarisation. Donc ça, c'est une très bonne initiative qui doit être encouragée et entretenue pour que des années ne l'enlèvent pas. Parce que tout est possible. Donc aujourd'hui, on a un ministre qui l'a. Donc on ne sait jamais. On ne sait jamais. Donc nous allons voir les premières années d'expérience. Il faut encourager et demander en même temps que ça continue, que ça soit perpétuel et que de l'histoire, l'anglais soit vraiment notre seconde langue officielle après le français. Alors, Stan? Oui, c'est même sentiment. Oui, c'est simplement partager et partager complètement son avis. Parce que si maintenant vous voulez voyager de par le monde, faire du commerce avec certains pays, sans l'anglais, ça vous sera vraiment compliqué. Mais quand vous parlez au moins, vous avez au moins quelques notions de l'anglais, ça vous facilite beaucoup plus les transactions, les affaires avec certains opérateurs économiques d'autres pays. Donc, c'est, comme tout ça vient de le dire, c'est une langue finalement internationale. Et donc, l'apprendre aux petits dès les cours primaires, etc., je pense que c'est une bonne chose. Ça va leur permettre de mieux maîtriser cette langue-là, quand ils seront plus âgés. Nous, on a commencé, on commence habituellement la langue là, sujet, et en ce moment, et bon, nous on l'apprenait juste pour valider des points, pour avoir des points et puis passer à une classe supérieure. Voilà, tu fais partie de ceux qui n'ont pas de qui n'avaient pas de cahier d'anglais. Au moins, j'ai ma cahier que je peux consulter à tout moment. Je sais qu'il y a un élément ici qui n'a pas de cahier d'anglais. Je sais pas comment il a fait pour avoir son bac, parce que c'est la série A, il a fait. Voilà, donc c'est ce que nous faisions avant, c'est que nous, on l'apprend juste pour valider et puis passer à une autre classe. Et ça ne sert à rien de me menacer. Parce que comment vous pouvez comprendre que quelqu'un fait la série A et n'a pas de cahier d'anglais? Là, il me menace. C'est vraiment grave. Parce que c'est la série A, c'est carrément la langue. C'est Dieu qui l'a sauvé. Voilà. Et donc, ce qui on doit aussi prendre en compte, c'est que au-delà du fait qu'on commence pas l'inculquer dans ces petits-là, il faut qu'on arrive à les amener à parler un peu, à donner quelques mots. Sinon, l'apprendre seulement sans parler, on finit par ne rien maîtriser. Parce que la langue, c'est au fur et à mesure que vous la prononcez, que vous la parlez, vous la maîtrisez. Donc, quand vous ne la parlez plus, bon, ça vous sera compliqué de la maîtriser. C'est ce que nous, on n'a pas su faire. Et aujourd'hui, on souffre. Si on est face à un interlocuteur qui parle anglais, vous comprenez très bien, mais parler, c'est compliqué. Sortir des mots, c'est compliqué. On finit par faire des gestes. Alors que, bon, on pouvait profiter du temps qu'on a fait sur les bancs pour maîtriser cette langue-là. Et ça ne serait un atout aujourd'hui. Mais bon, vivement que nos petits prennent conscience, ne fassent plus comme nous on l'a fait pour maîtriser cette langue-là et continuer normalement leur études. Alors, dès l'annonce de cette nouvelle, la nouvelle a été annoncée il y a quelques semaines, certaines personnes n'étaient pas d'accord. Il disait ceci, qu'au lieu d'introduire l'anglais, il vaut mieux introduire une de nos langues nationales. Qu'est-ce que vous répondez à ces personnes? Je pense Est-ce que nous connaissons réellement la valeur de l'anglais aujourd'hui dans le monde? Oui, Parce qu'une chose est de promouvoir nos langues nationales, l'autre chose est de permettre aux apprenants d'être sur le marché d'emploi. Oui, ça c'est clair. Nos langues locales, nous les connaissons, hein. Chacun connaît sa langue. On a une soixantaine de dialectes qui sont parlés autour de soixantaine. Bien sûr que chacun connaît. Oui, non, écoute, une soixantaine, quelle langue on va enseigner? Moi, j'ai
moi j'ai appris l'évé à l'école, que je continue pas à aimer. Je l'écris et je le parle parfaitement. Est-ce que vos enfants parlent l'évé à la maison? Ah non, mais non. Voilà. Cependant, laissez-moi vous Voilà. dire. Non, écoutez, vous savez, aujourd'hui, on fréquente pour pouvoir s'internationaliser. C'est-à-dire que si l'emploi vous amène aujourd'hui au Ghana ou ailleurs, vous devez être à même de pouvoir tisser des relations facilement. Surtout, il faut dire, ou plutôt encourager le gouvernement togolais à organiser parfois des séjours linguistiques pour nos jeunes apprenants de l'anglais. C'est-à-dire, pendant les vacances, il faut qu'il y ait des colonies togolaises qui vont aller naturellement au Ghana à côté. Nos frères du Ghana, ce sont nos frères qui sont là, ils parlent parfaitement anglais. Moi, j'habite sur la frontière là, je suis souvent émergé par la langue anglaise. Et ce sont des petits enfants qui s'expriment parfaitement en anglais. Donc, je pense que c'est vrai. Ceux qui parlent de nos langues locales, bon, pour le moment, ce n'est pas ça à l'ordre du jour. C'est comment faire pour que le pays entier puisse être à même de pouvoir s'afficher sur le plan international. Parce que le pays, c'est vous et moi. Mais si vous n'allez pas lire un papier en anglais, vous n'allez pas s'exprimer en anglais, c'est la honte du Togo. Donc, je pense que l'introduire est mieux qu'une langue locale. Les langues locales, moi, je vous dis que nous les connaissons. Moi, je connais déjà 3-4 langues locales. Qu'est-ce que j'en fais? Voilà, si j'appelle un ami peut-être en Angleterre, il me répondra en anglais et moi, je vais bricoler. Maintenant, si je suis bien en anglais, alors ça m'intéresse peut-être à avoir des relations beaucoup plus poussées pour faire rentrer de l'argent. À vous entendre parler, on dirait que vous êtes contre l'identité culturelle. Non, je suis pas contre. Vous savez, je parle plutôt de la richesse. Qu'est-ce que vous faites de la richesse votre langue? Ah, mais non. Sans plaisir, quand vous vous retrouvez par exemple à l'étranger. Ma langue, je la connais. Je la connais déjà. déjà. À l'étranger, que vous voyez quelqu'un parler votre langue locale, ça fait du bien. Hein? Ça fait du bien. Je m'en dis qu'on vient guère. Cependant, vous savez, les affaires se font, je dis, en anglais. Ah oui. Même les notices pour les... Même les médicaments. Oui, les sont souvent en langue anglaise. Donc, je pense que la priorité doit être donnée, c'est vrai, à la langue... Identité culturelle, oui. Certes, mais maintenant, pour pouvoir commercer, il faut l'anglais. Donc, l'anglais a aujourd'hui toute sa place et mérite d'être soutenu. Donc, je pense que au-delà de ce qu'elle soit introduite dans nos... depuis le bas âge, il faut que l'État l'accompagne des séjours linguistiques pendant les vacances, qu'une Congolaise aille à Accra, et dans des familles, même d'accueil, quelquefois là-bas, pour voir... Est-ce que ça revient à l'État? Ah, mais l'État peut encourager, il faut encourager cela, parce que ça n'existe pas au Togo. Ailleurs, ça doit être des initiatives privées, peut-être bien sûr, encouragées par bien sûr, l'État. au-delà, parce que c'est vrai, on peut introduire l'anglais, mais 10 ans d'études à langue anglaise, on peut voir une élève qui soit nulle dedans, parce qu'elle ne sera pas capable de pouvoir s'exprimer couramment. Mais il faut, dans ces séjours-là, moi quand je vais naturellement à Flower à côté et que je vois des enfants et tout le monde parle anglais, ouais déjà, donc c'est difficile. Ils sont impressionnés aussi quand ils rentrent ici et que les gens parlent français. Hein. Oui, parce mais il ne faut pas oublier qu'ils ne parlent pas français, eux. Oui, c'est vrai, mais oui, c'est vrai, eux aussi, notre langue les passionne, et ils aiment bien parler le français, même beaucoup plus quand nous allons chez eux. Nous sommes très sympathiques au Togo, hein, parce qu'au Ghana, quand vous ne connaissez pas l'anglais, on vous floue même côté monnaie. Non, ça, ça c'est autre chose. Oui, bien sûr. Bon, même vous pouvez pas parler l'anglais et on vous tourne en rond. Hein. Alors, Stan, la valeur de l'anglais aujourd'hui, est-ce que nous la connaissons? Si d'autres personnes se disent que au lieu d'introduire l'anglais, il vaut mieux introduire l'évé ou le cabier, par exemple, dans le programme des enfants. Oui, tout à l'heure, Poussin disait que qu'il souhaite que après le français, qu'on prenne l'anglais comme langue deuxième langue officielle. Et moi, je ne suis pas d'accord. Je ne partage pas complètement son avis. Parce que je suis d'accord qu'on initie l'anglais déjà dans les cours primaires, etc. Qu'on amène les jeunes, les petits à maîtriser très tôt l'anglais. Parce que ça ouvre beaucoup de portes quand on sera beaucoup plus grand, quand on va vouloir
chercher de l'emploi, etc. L'anglais facilite l'ouverture des portes. Et donc, moi, je suis d'accord qu'on l'initie déjà dans les cours primaires. Maintenant, il y a aussi nos langues qu'on ne doit pas minimiser. Au même moment qu'on fait la promotion de l'anglais, je suis aussi pour qu'on prenne au sérieux nos langues. C'est vrai, on a beaucoup de dialectes au Togo, une soixantaine, vous l'avez dit tout à l'heure, mais il y en a au moins 2 qui sont beaucoup plus parlés sur toute l'étendue du territoire. Je parle de l'Ébé et du Kabylie. Vous allez à Saint-Casse tout à l'heure, moi j'ai une fois été à Dapaon, dans une station de Dapaon. J'ai été étonné de voir de constater que tous ceux qui sont là-bas parlaient carrément l'Ébé. C'est pas le moment qu'on ajoute quelques langues, c'est pas le moment qu'on se verse dans le français, on se met à parler le français et on parle quelques langues. Mais tout le monde, tout ce que moi j'ai vu là-bas, entre eux, ils parlaient l'Ébé comme si on était à Lomé, bien comme si on était dans la veille chez moi. J'ai été étonné. Ça veut dire que l'anglais, c'est la même chose. Quand à Lomé, vous parlez le Kabylie, beaucoup de personnes vont vous comprendre. Vous allez à Sokodé, parler Kabylie, beaucoup de personnes vont vous comprendre. Et donc, ces 2 langues-là, ce sont des langues qui sont bien parlées sur tout le territoire togolais. Et donc, je pense que au moment qu'on va faire la promotion de l'anglais, il faut qu'on arrive à valoriser aussi nos langues nationales. Au moins, prendre les 2 phares que les gens parlent beaucoup. N'oubliez pas que quand vous naissez, vous allez réfléchir dans votre langue maternelle. Et c'est-à-dire que quand on amène les petits à penser dans d'autres langues, on est en train de court-circuiter leur processus, leur évolution normale. C'est-à-dire que quand... c'est à partir de 6 ans. Mais quand déjà à 6 ans, c'est-à-dire qu'à 6 ans, on commence le CP1. On commence pas à réfléchir, on commence pas à poser des problèmes aux petits. Et là, on l'amène à réfléchir. Quand vous le mettez dans une situation où il ne peut pas réfléchir sans langue maternelle pour bien comprendre la chose, ça lui sera compliqué. Ça lui sera compliqué d'avancer dans son étude. Et donc, moi je pense que au moment qu'on va promouvoir l'anglais qui facilite l'ouverture des portes, il faut qu'on arrive aussi à promouvoir nos langues. Au moins, celles qui sont mieux parlées, beaucoup plus parlées dans le pays. Qu'on apprenne aussi l'Ébé aux petits. Qu'on apprenne les petits à parler l'Ébé, à écrire l'Ébé. Au Sénégal maintenant. C'est dans certains programmes, sauf que c'est considéré comme des matières facultatives. Oui, voilà, c'est un problème. Jusqu'au campus, j'ai fait le Kabylie comme. Mais on commence au niveau du CG. Je dis, nous allons faire l'anglais. Moi, quand j'étais au primaire, j'ai fait l'Ébé. Mais ça ne se fait pas dans toutes les écoles, dans tous les établissements, ça ne se fait pas. Donc, il faut que le ministre, comme il vient de l'instituer, il faut qu'on institue ça aussi, pour que l'Ébé, bien le Kabylie, soit enseigné aux enfants dès le bas âge, pour qu'ils maîtrisent aussi, qu'ils ont la facilité de réfléchir dans leur langue, d'abord dans leur langue maternelle, et après, ils pourront ajouter d'autres langues qui sont le français et l'anglais. Moi, je suis d'accord qu'on apprenne l'anglais aux petits, mais qu'on les amène aussi à réfléchir dans leur langue maternelle, à maîtriser leur langue maternelle. Apprendre l'anglais, d'accord. Selon Stan, apprendre l'anglais, d'accord, mais commencer par nos langues nationales. Tout à fait. Ce que Stan dit est assez important. Vous savez, moi, je suis très heureux de constater que le Kabylie est une langue que je dis écrite. C'est-à-dire que on écrit, même dans Togo Presse, il y a une partie qui est réservée au Kabylie. Et oui, ça me fait plaisir d'apprendre cette langue-là parce que il y a trop de... Oui, non, écoutez, c'est une langue, quand vous la connaissez... Moi, je cherche actuellement... Vous avez des intentions? Je cherche à parler le Kabylie, à écrire le Kabylie. Oui, non, vous êtes suspect. Vous avez des intentions. Non, pas ça. Vous savez, moi, il m'arrive parfois. Ce qui m'intrigue, par exemple, quand je veux connaître le Kabylie, parfois, à des endroits,
ceux qui parlent kabyle ont des facilités, c'est-à-dire que à peine ils se saluent, ils mettent des frais, et puis ils s'en vont, et puis Voilà. parfois. Donc, si tu comprends cette langue-là, même quand la partie t'intercepte la nuit, peut-être que le soldat, c'est un kabyle. Ah bon? Quand vous lui parlez peut-être votre langue, Vous pensez? non, je m'excuse. Quand vous lui parlez kabyle, le dialogue devient un peu fraternel. Qui a Au dit départ, que quand on l'autre parle langue. Donc, le je dialogue ne n'est pas refuse pas. Vous fraternel? savez, non, Ou quand on je parle dis, français? non, ce que je dis, c'est que c'est une langue vraiment qu'il faut connaître pour pouvoir avoir des facilités dans, parce qu'aujourd'hui, J'avais raison de vous dire n'êtes que pas vous sans avez des savoir que intentions. aucune intention derrière. Moi, c'est tout faciliter mes relations avec, avec tout le monde, hein. Il n'y a pas que le kabyle. Pourquoi ne La pas langue prendre le adja aussi est boba, écrite, hein. le J'étais la dernière naouda? fois à Cotonou, mais la langue adja, elle est écrite et parlée. C'est-à-dire que les gens peuvent également l'étudier dans une classe. Donc, il va falloir quand même que même à Bosso soit aujourd'hui écrite et que d'autres langues soient, il faut qu'on envoie des techniciens aller apprendre, parce que pour l'élever, ce sont les Allemands qui n'ont avec qui nous ont appris à transcrire les lettres en langue élevée, c'est-à-dire que ce sont les Allemands qui l'ont fait. Donc pour le kabyle, c'est pas mais c'est vraiment un grand Aujourd'hui, succès. il y a des linguistes qui font Là c'est il faut aller pratiquement dans presque au moins une vingtaine de langues au Togo et ce serait bien. Il y a beaucoup de langues au Togo. Moi, une idée m'est venue même. C'est-à-dire que si on ne veut pas instituer les deux langues que je viens de citer, l'anglais, l'élevé et le kabyle, qu'on cible nos zones, nos régions, nos villages, quand on va, en tout cas, c'est-à-dire que dans cette zone, si on constate que c'est la langue là qui est beaucoup plus parlée, qu'on l'institue c'est-à-dire qu'on impose aux petits dans la zone là, qu'on leur apprenne à N'oubliez pas qu'il y a aussi des enfants qui ont les parents fonctionnaires. Donc, à chaque fois que le parent est muté, il faut apprendre une autre langue. Connaître des langues, c'est vraiment un atout. On va troubler c'est vraiment, non. C'est vraiment un atout. Lorsqu'on est enfant. C'est vraiment un atout. À ce qui paraît, un enfant peut connaître jusqu'à, je crois, une dizaine de langues facilement. Oui, l'être humain, bon. C'est facile lorsqu'on est enfant et que fils d'un fonctionnaire. Ça sera bénéfique moi, j'ai ma soeur qui parle bien la langue d'Agmandi. Nous étions chez notre oncle qui était professeur, c'était à Kévé. Mais quand elle a affecté sur Agmandi, moi je suis resté à Kévé. Ma soeur est allée, aujourd'hui, elle parle parfaitement la langue d'Agmandi. Les Agnagans, correctement, ouais, déjà. Alors, on va tourner la page sur ce sujet. C'est vrai qu'il faut apprendre l'anglais aux enfants, mais selon nos deux invités, l'anglais c'est bien, mais il faut aussi voir le côté de nos langues maternelles. J'espère que les autorités ont bien compris ce que vous avez dit et ils vont travailler là-dessus. La 78e session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies s'est tenue la semaine dernière aux États-Unis et le 21 septembre, le ministre togolais des Affaires étrangères a tenu un discours qui a retenu l'attention de plusieurs personnes. Stan, il a abordé les sujets liés au terrorisme, aux crises sociopolitiques, aux transitions politiques et aux changements climatiques. Le professeur Doucet, dans son discours, a invité les grandes puissances à respecter notre continent et a demandé aussi une réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies pour que l'Afrique soit présente en permanence. Est-ce que vous pensez que cette doléance, c'est pas une doléance, hein, on peut dire une demande du chef de la diplomatie togolaise pourrait être prise en compte? Oui, une chose est de dire, et le dire déjà c'est un pas. Que quand vous êtes face à quelqu'un qui vous fait un truc que vous n'appréciez pas, la première chose est de lui signifier ça. Et quand vous le signifiez, ça veut dire que vous prenez conscience que ce qu'il fait n'est pas bien. Et vous le dites, s'il est aussi conscient, s'il est responsable, il peut prendre des dispositions pour changer. Donc le dire, déjà, je pense que c'est un pas. Maintenant, après le dire, il faut des actions. Vous avez dit, vous demandez si on peut avoir gain de cause. Bien. Il nous revient, nous, de nous imposer. S'imposer comment? Si eux ne veulent pas... Est-ce que vous voyez aujourd'hui les Nations Unies dire que
D'accord, 2 pays africains seront en permanence au Conseil de sécurité des Nations Unies. Il nous revient comme je viens de dire, c'est qu'ils ne sont pas, ils peuvent le faire ou ne pas, ils peuvent l'exécuter ou bien ne pas l'exécuter. Maintenant, il nous revient de nous imposer aussi, parce que nous avons une part de pression à exercer sur ces gens-là. Pression en quel sens? Oui, c'est-à-dire que si nous faisons partie d'un groupe, et que dans ce groupe, vous ne nous prenez pas trop en compte. À un moment donné, si je vois que dans ce groupe-là, j'ai pas d'intérêt, les gens m'utilisent pour juste leur intérêt à eux, sans forcément prendre en compte les miens. Qu'est-ce que je fais encore dans ce groupe? Je quitte le groupe complètement. Si le groupe vous donne une certaine notoriété, vous quittez? Voilà, ça veut dire que vous êtes complice du sort qui vous est réservé. Et donc, il faut qu'à un moment donné, on soit beaucoup plus responsable. Si on ne veut pas quelque chose, on ne veut pas. Si on veut quelque chose, on met les moyens pour les avoir. Si en tout cas, pas les dire, on ne peut pas les amener à prendre en compte nos intérêts. Il faut qu'à un moment donné, on prenne des actes. Il faut qu'on quitte ce groupe, on quitte carrément. Et puis, c'est un moyen de pression sur eux. Mais si on est là à juste dire, je pense qu'à un moment donné, bon, si, en tout cas, ils peuvent écouter et s'exécuter. Mais s'ils écoutent et puis ils ne font rien, et que nous sommes là à chaque temps à dire, je pense que là, nous, si on devient complice du sort qui nous est réservé. Donc, je pense que c'est beau tout ce que le ministre Doucet a dit, c'est bon, mais au-delà, si au finish rien n'est fait, il faut qu'à un moment donné, on prenne nos responsabilités, parce que nous aussi, nous sommes un continent, nous sommes des États, et des États souverains, et donc on doit prendre nos responsabilités, et aussi agir à un moment donné, pour que les gens nous respectent finalement, quoi. Alors, respect, le chef de la diplomatie tournaise, il a appelé les puissances, les grandes puissances, à respecter le continent africain. Ça veut dire qu'on manque du respect au continent africain. Et tout naturellement. Et que les dirigeants le savent. Très bien, ils savent autant que nous. Vous savez, nous sommes dans un monde où le plus fort ne protège pas le plus faible. Vous devez vous battre pour devenir fort et travailler avec C'est le nom de quelqu'un. Excusez-moi. Et devenir fort pour rejoindre le groupe des forts. C'est ça le monde. Notre monde aujourd'hui est basé sur la force. Mais l'Afrique, qui n'a rien à donner, vous voyez déjà, qui est très pauvre, personne ne s'en soucie au Conseil de sécurité. Qu'est-ce que l'Afrique est pauvre? Écoutez, l'Afrique, même si elle est pauvre pour nous, mais riche pour les Européens qui exploitent nos sous-sols. Mais aujourd'hui, le monde a nettement évolué. Disons la vérité au peuple. Ne nous voilons pas la face. Mais écoutez, après 4 siècles d'esclavage et 3 siècles de colonisation, et après les indépendances, 60 ans après, l'Afrique n'a même pas bougé. C'est l'Europe qui nous sert les portables aujourd'hui. C'est l'Europe qui nous habille. C'est l'Europe qui nous... Écoute, mais ce sont les puissances. Ils vont nous dicter leurs lois, coûte que coûte. Si aujourd'hui... L'Europe ne nous habille pas toujours. Si aujourd'hui... Il y a des habits qui sont faits si aujourd'hui, je vois certains États africains prendre la parole et critiquer ouvertement les grandes puissances, etc., sans réserve, c'est parce que derrière ça, certains de ces États ont signé des accords de protection avec la Russie. Ça, c'est clair. Ne nous voilons pas donc... non, écoutez, il y a quelques années... La Russie fait partie des grandes puissances. Bien sûr. Elle offre sa protection à des États que nous connaissons, contre la France notamment. Maintenant, les États qui sont sous protection russe ont une certaine volonté de penser. On a vu le Burkina Faso qui parle librement, qui critique ouvertement les grandes puissances et qui menace. Parce que naturellement, derrière le Burkina, il y a une grande puissance. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui est fait.
Parce Hein, que mais si vous ne comptez pas sur vous, vous comptez sur une autre puissance, oui, demain vous si allez nous comptons, subir bien sûr, la même chose que ce dommage que vous pour êtes en train de l'Afrique, subir bien sûr, aujourd'hui. si nous devions compter sur nous, ça voudra bien dire que Mais est-ce que vous voulez dire par là, puisque nous parlons du discours du le président ministre d'affaires Doucet, étrangères du Togo, est-ce que vous voulez dire par là qu'il a tenu ce discours parce qu'il a la protection, parce que ah mais non, nous avons la protection moi j'ai même russe? peur pour lui parce que il a fait un bon discours, hein, et moi j'ai peur pour le Togo parce que Pourquoi? oui, parce que quand tu vomis toutes les vérités et que les grands puissants veulent s'en prendre à toi, comment tu vas faire? Alors ceux qui tiennent des discours pareils sont sous la protection de la Russie. Le Burkina Faso, le Niger, le Il n'a Mali et rien, autres. il n'a rien Le dit de Togo, mauvais quand j'ai non, il n'a rien parcouru dit de le mauvais. texte. Il n'a rien dit de mauvais. Vous savez ce qui se passe quand nous sommes dans la diplomatie. Quand vous prenez des positions qui vont à la compte des grandes puissances, on a vu comment des groupuscules, le Jacques Faucard de la France, assassinent parfois des citoyens africains parce que justement, ils tiennent des positions contre naturellement les leurs. Donc, je pense que il a tenu un discours normal, qui est apprécié. Même le chef d'État togolais aujourd'hui, hein, il a monté en popularité à l'échelle internationale vu sa position par rapport à certaines crises sous-régionales. Voilà, déjà, c'est bien, il a bien parlé, mais ce que moi j'observe en tant que journaliste, c'est que je vois que hein, j'ai vécu une partie de ma vie enfin, sous le régime du général Yadema. J'ai vu aussi Mobutu, mais quand ils allaient là-bas, hein, ils limitaient bien leurs expressions. C'est-à-dire que il y avait que Mobutu seul qui avait souvent le culot de critiquer ou de pointer du doigt les grandes puissances. Hein, certains pays Mais jusque-là, ne vont que le pour ministre demander, Doucet n'a pas critiqué. Il n'a pas critiqué. il a fait un discours très apprécié. J'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit. C'était formidable. Et je crains d'abord pour mon pays parce que quand vous dites trop de vérité, est-ce que ces gens-là que nous connaissons, ce sont juste non, des propositions. on a des propositions bien qui sont bien faites et qui peuvent peut-être entraîner peut-être des représailles, j'imagine, parce que nous sommes en face des grandes puissances qui ne veulent pas quitter l'Afrique, qui nous mettent. On va pas jeter de l'essence dans le feu. Ah mais c'est vrai, ça, il a bien parlé, c'est bon, mais moi j'ai peur pour toutes les vérités qu'il a sorties là-bas pour mon pays. Peu importe aussi, ça passe inaperçu. Alors quand vous parlez, docteur, mais quand vous parcourez un peu tout le discours du professeur Doucet, il y a le mot paix qui revient tout. Oui, le Togo n'a jamais, bien sûr, le Togo d'abord, le Togo n'a jamais agressé un État voisin. C'est-à-dire que, ça, je suis d'accord avec lui, le Togo n'a jamais agressé un État. D'abord, à l'indépendance, Sylvain Sodimpio voulait peut-être une armée locale, pas une armée, etc. Après, quand Gérald Adama est arrivé au pouvoir, il a créé une armée, mais ce n'est pas pour aller chercher querelle du côté du Ghana ou du Bénin. C'est une armée d'abord pour la protection d'abord de nos frontières, naturellement. C'est resté là. Donc, le Togo n'est pas un État à se mutaser à outrance au point de vouloir attaquer un État. Gérald Adama, quand il était chef de guerre, mais qu'il fut, prenait beaucoup la paix. Hein, la paix revenait sur ces 38 ans de règne. Donc, c'est de ça Bouillard dit qui veut qui veut la paix prépare la guerre. Vous voyez déjà. Donc, je pense que il a souvent tout fait pour éviter donc d'entrer son pays dans certaines guerres, parce que Togo avait la possibilité d'engager la guerre, soit contre le Ghana, parce que depuis longtemps, il y avait de l'inamitié entre le Ghana de Johnny Ronis et Gérald Adama. Mais jamais une guerre n'a lieu. Pendant, les deux sont partis paix à leur âme. Et cette paix continue d'être aujourd'hui promue donc au Togo. C'est une bonne chose, la paix. Personne ne souhaite la guerre. Hein. Donc il faut que les Occidentaux comprennent que l'Afrique a ses spécificités. Nous, en Afrique, c'est l'arbre à palabre, c'est la paix. C'est-à-dire, on n'aime pas. C'est-à-dire, la guerre, c'est l'Europe. La guerre n'arrange pas l'Afrique. Pas du tout. D'abord, les Africains ne sont pas destinés à la violence. Quand tu vas au Bénin, tu vas à Accra, tu vas dans les capitales africaines, mais c'est là, on discute. Vous voyez déjà. Mais quand je regarde un peu l'histoire de l'Europe, mais je dis, mais écoutez, ce sont des barbares. On prend par exemple, on prend par exemple l'autre là, Hitler de l'Allemagne, qui a des usines de production des bombes.
hein, des avions, Peut-être hein, de tout qu'ils ça, ont leur et c'est manière pour à eux aller, de c'est pour régler leurs aller problèmes. attaquer notre État. Vous voyez déjà, il fait des morts gratuites ailleurs, provoquer. Il avait même occupé pratiquement toute la France. Vous voyez déjà. Donc, Alors, Stan, quel pays africain est allé occuper un pays européen ou bien un pays africain comme les Européens l'ont fait? Je pense que l'Afrique, c'est c'est un peut-être continent leur de paix. culture, leur manière à eux Donc, c'est la de violence qui les régler calme. Nous sommes dans la paix en Afrique en leurs général. problèmes. Et c'est eux maintenant qui nous exposent cette violence parce qu'il y a eu la menace, hein, d'attaquer aujourd'hui le Niger. On ne peut pas exporter la violence. Alors, Stan, selon Koussin, le discours du ministre des Affaires étrangères pourra, en griffe, hein, provoquer quelque chose, et là, il a peur. Contrairement à lui, moi, j'ai pas peur. Je pense plutôt que le ministre du n'a pas fait assez. Je pense qu'il n'a pas fait assez. Parce que pour moi, il ne suffit pas de dire des paroles. Dire des paroles et revenir, aller là-bas, dire des paroles et puis revenir. Tout commence par la parole. Voilà, comme je viens de le dire tout à l'heure, d'abord, le fait de le dire, c'est déjà un grand pas. Mais après les paroles, quand on prononce, on finit de prononcer un beau discours. Après, ça veut dire que dans nos actes, il faut qu'on agisse conséquemment, quoi. Faut que nos actes reflètent ce que nous avons dit dans nos discours. Si on va là-bas, on discute, mais ça, il ne revient pas à lui seul. Il revient à tous les pays africains et également aux grandes puissances. Voilà, en tout cas, il est allé là-bas au nom du Togo. Et les Burkinabés aussi ont envoyé leur ministre. Les autres pays, et le Guinéen, lui, le président de la Tanzanie, lui, il est allé prononcer son discours. Parce que chaque État envoie son représentant. Et celui qui est allé pour nous, c'est le ministre des Affaires étrangères. Donc, il est allé au nom du Togo. Et en tout cas, c'est le chef de l'État qui est porté là. Donc, ça veut dire que le message qu'il a dit là-bas, ça incombe, ça prend encore tout le Togolais. C'est-à-dire que c'est nous qui sommes le Oui, mais ce qu'il a dit là, est-ce que seul le Togo est concerné? Lui, il a parlé de l'Afrique en général. Oui, c'est ce que je dis en fait. C'est beau, c'est bien beau, les Burkinabés, les Maliens, les Guinéens, c'est bien d'aller là-bas critiquer, dire des vérités. En tout cas, ils ont maintenant, ce qu'on apprécie vraiment, c'est que on a des dirigeants qui ont la capacité de dire des vérités, contrairement à ces dirigeants d'avant qui n'avaient pas l'audace de dire certaines vérités aux Occidentaux, aux puissances. Maintenant, on a des dirigeants, on a quand même des gens qui arrivent à dire des vérités aux puissances. Maintenant, une chose est de dire des vérités, mais au finish, quand on revient, il faut que nos actes accompagnent ces vérités-là. Si, bon, vous critiquez, vous dites que ce que tu me fais là, tu m'agresses, et je ne veux pas que tu m'agresses. Je suis fatigué de ton agression, chaque temps, ton agression envers moi, ça m'indigne. Après l'indignation, c'est que si tu es là, tu ne fais rien, tu n'agis pas, l'agression va continuer parce que l'autre, il trouve quelque chose chez toi, et c'est pour cela qu'il t'agresse pour piller en tout cas, des personnes comme ça. Ils nous agressent, ils nous font ils nous font subir des trucs, ils profitent pour piller nos biens. Et nous, on est là à critiquer tout simplement. C'est pour cela que moi je dis, après l'indignation, il faut qu'on prenne des actes. Il faut qu'on pose des actes. Si on les laisse faire et on se contente d'aller dire de beaux discours aux Nations Unies là-bas, il ne sert à rien de tenir de beaux discours. Mais il faut passer au concret. Voilà. Alors, avant-dernier sujet peut-être de cette émission, c'est par rapport à l'augmentation du prix du ciment. Et le 22 septembre dernier, le ministre en charge du commerce a rendu public un communiqué dans lequel elle rappelle que le prix de vente du ciment, contrairement à ce qui circulait, n'a connu aucune augmentation. Alors, je sais que vous êtes un peu proche de l'association des consommateurs togolais. Est-ce que le prix de vente du ciment est fixé par l'État ou par les acteurs eux-mêmes? Voilà, il y a un problème. Vous savez, certaines consommations certains produits sont contrôlés par l'État.
C'est-à-dire Tous les que, produits d'ailleurs. Tous les oui, produits, mais en particulier, hein, par exemple, le ciment, le par fer, exemple, le fer, Le gaz, très fer, bien. Voilà, l'État, parce que l'essence. c'est de ce coût que dépendra, enfin, c'est du coût de certains produits que vont donc dépendre hein, la consommation des populations par rapport aux revenus dont nous disposons. Maintenant, si d'abord on nous vend le coût du ciment aujourd'hui, le paquet était récemment à 4 000 francs, d'abord, ce coût paraît trop élevé par rapport au coût vendu dans euh, dans certains pays qui nous entourent, parce que le ciment coûte moins cher au Bénin, au Ghana, qu'au Togo. Alors que le Togo a 5 cimenteries, c'est-à-dire a 5 entreprises productrices donc du ciment. Donc il y a problème. En économie, il y a ce que nous appelons le coût économiquement juste auquel on doit vendre un produit. Mais là, et l'État et les populations ne sont jamais informés. On nous Alors là, impose. nous Non, n'avons pas, non, oui, nous je suis n'avons en pas train assez de temps, donc je suis en train d'ausculter un il fait faudrait qu'on où aller. soit bref. Il faut qu'on nous dise de quoi se compose le coût auquel on nous vend d'abord le paquet de ciment. Et ça, parce que quand on produit le quinquelin au Togo, ça ne subit pas de dédouanement, il y a des frais qui s'ajoutent. Alors, pourquoi se justifie qu'on nous vende le paquet de ciment à 4 000 alors qu'il soit à 3 200 ou 3 500 dans les pays voisins? C'est un Il y a autre problème. débat. Il aurait, parce qu'en temps, il y a Simco qui a sorti un communiqué. Bon, et après, il y a eu des mouvements, des bruits d'augmentation et par après, le ministre communiqué vous dit non, il n'y a pas d'augmentation. Ce ne sont que des spéculations, à mon sens. Ce qui revient, c'est que moi, je me dis que nous n'avons pas de très bonnes associations de consommateurs. Si nous avions de très bonnes associations de consommateurs, hein, je pense qu'on ne devrait même pas nous vendre du ciment à 4 000 ou à 3 Alors, 850. les associations que nous avons. Oui, mais écoutez, qu'est-ce qu'elles font? Puisque elles exigent juste de l'eau. j'ai comme l'impression, parce que, vous savez, je sais, je ne dénigre aucune entreprise, hein. Chaque entreprise nous a des services de qualité, tel Simco, dont j'apprécie bien la qualité donc, du ciment, qui est produit à un coût Merci de faire leur publicité gratuite non, ici. non, c'est pas de la publicité. Je dis ce que et même il y a aussi d'autres concurrents qui offrent les mêmes services. Maintenant, c'est le côté prix où il y a problème. J'aurais appris même que Dangote, vous continuez la publicité. Lorsqu'il a voulu vendre son ciment au Togo, il a fixé le prix du tonne à combien? À 60, 65 000 francs. On lui dit, mais attention, stop, vous devez fixer ça à tel coût. Vous voyez déjà, il avait du genre replier. Mais est-ce que c'est le gouvernement qui fait ça ou bien ce sont les acteurs eux-mêmes qui le font entre eux? Parce que les acteurs avaient annoncé l'augmentation du prix. Mais le gouvernement est revenu à travers un communiqué pour nous dire que le prix reste le même. Oui, c'est pas, il y a un flou total. Parce que d'abord, les actionnaires, il faut aller voir qui sont actionnaires hein, dans certaines cimenteries. À qui profitent donc ces augmentations-là. Voyez-vous, donc ces mêmes personnes qui sont aux affaires, elles sont parfois actionnaires dans des entreprises. Et il faut donc profit, c'est le profit qui les intéresse. Pas que vous et moi payons à un coût bas. Non, pour eux, c'est le profit. Donc, quand il y a ça, vous allez voir qu'il y aura naturellement des conflits hein, au niveau de la fluctuation des prix. Mais ce qui compte, c'est que moi, j'aurais aimé que les associations de consommateurs fassent, c'est de demander la structure des prix à nos producteurs. Alors, qu'est-ce qui justifie que vous nous offrez le produit à tel coût? On va dire, est-ce que vous importez? Qu'est-ce que vous importez? Combien vous coûtent vos importations? Alors là, on va revenir à ça lorsqu'on sera dans le volet association de consommateurs. Eh bien, Stan, ma question, elle reste pratiquement la même. Comment se fait-il que les acteurs sortent pour dire qu'il y aura augmentation et de l'autre côté, le gouvernement sort pour dire qu'il n'y a pas augmentation? Ça veut dire que ces acteurs se lèvent d'eux-mêmes pour dire, c'est comme si aujourd'hui on va dans une station d'essence, on nous dit, ok, aujourd'hui nous vendons l'essence à 800. Mais le gouvernement dit l'essence est à 700. Vous savez, c'est quoi le souci réellement? Ça peut être aussi une préparation de l'esprit de l'opinion. Parce qu'on envisage augmenter le prix du ciment. Et donc, pour préparer l'opinion, on essaie de faire passer une telle communication pour voir comment ça sera apprécié, comment ça sera pris au sein de l'opinion, pour voir quelles dispositions prendre. Ça peut être aussi ce coup, parce que il y a pour prendre des décisions
on ne prend pas certaines décisions comme ça à la hâte. Donc, ça peut être un coup bien préparé pour voir, tester l'opinion, voir comment ça sera, l'annonce sera prise, La réaction des la uns et réaction des autres. de la population face à cette augmentation-là. Ça peut être un truc comme... De la part de l'autorité ou bien de la part des acteurs? Ça peut être de la part de... Puisque... ou bien c'est une concertation entre eux, ils se disent on voyait, on verra. Roussel vient de dire quelque chose tout à l'heure. Dans des structures, de grosses structures comme ça, si vous fouillez bien, vous allez vous rendre compte qu'il y a parmi les actionnaires des gens qui sont bien placés, des gens du gouvernement qui sont de gros actionnaires. Est-ce que vous avez les preuves? Je dis quand vous fouillez bien. Et bon, tout récemment, il y a eu une affaire de pétrole, etc. Les gens, selon les révélations... Jusqu'alors, rien ne dit que c'est vrai. Voilà, selon les révélations, il aurait eu des gens du gouvernement. Mais jusqu'alors, il n'y a rien qui le prouve. Aurait. Parce qu'il n'y a quand même pas les preuves. Et en tout cas, c'est une évidence, ça peut être vrai, comme ça peut être faux. Mais de grosses structures comme ça viennent s'installer dans le pays et travaillent. Moi, je pourrais être d'accord si on me dit qu'il y a de grosses structures, de gros barons du gouvernement au sein comme actionnaire de ces structures-là. Donc, quand on prend des décisions comme ça, il faut qu'on teste un peu l'opinion, voir comment ça sera apprécié. Je pense que c'est ce coup-là que les gens voulaient essayer et ça n'a pas marché. Et le gouvernement tout de suite s'est rendu compte que ça va être mal apprécié parce que on sortait directement. Tout de suite, il faut sortir un communiqué pour dire que les prix restent et réfléchir à autre chose. Alors, parce que le communiqué est tombé à un moment où les gens sortaient d'une pénurie d'essence avec le boudet qui déjà dans le prix a flambé. Maintenant ça s'est stabilisé. Mais le moment où le communiqué était tombé, j'ai vu une petite anecdote, j'ai vu un truc la dernière fois qui m'a fait rire. La personne met en statut que quand il y avait pénurie, le boudet était à 2000. Ouais. Maintenant, il n'y a plus pénurie, ils écrivent 700. Que même s'ils amènent à 600, lui n'achète pas, il ira à la station acheter à 700. Alors, à chaque fois qu'il y a augmentation de prix, à chaque fois qu'il y a hausse de prix de tel produit, nos associations de consommateurs sortent des communiqués et puis rien. Vous irez acheter. Ouais, ça c'est vrai. Quelle est la puissance de nos associations de consommateurs? Voilà. C'est se limiter à sortir des communiqués et puis rien n'est fait. On continue par subir ou bien c'est de faire pression pour obtenir gain de cause. Je suis d'accord sur ce que vous venez de dire. Normalement, c'est ce qui doit être fait. Il leur revient de mettre la pression en faveur des consommateurs que nous sommes. Plaider en faveur, agir en notre faveur pour qu'on puisse avoir gain de cause, pour qu'on puisse nous faciliter la vie. Mais au même moment, n'oublions pas que ceux qui sont dans ces associations-là, ce sont aussi des hommes comme nous. Ils fonctionnent aussi comme nous. C'est vrai qu'on leur a donné le pouvoir d'agir, mais c'est-à-dire qu'ils ont plus de pouvoir quand nous les appuyons. Et dans ce pays, les gens ont voulu nous prendre le devant de notre plaider en notre faveur. Ils ont, par exemple, initié une marche, un sitting plutôt. On n'a vu personne les appuyer. Alors que ce sont des moyens de pression sur l'autorité. Quand les gens, l'association nous appelle pour une manifestation. C'est peut-être parce que la population est découragée par ces histoires de marche. Ça veut dire qu'à un moment donné, ne leur demandons pas les possibles, quoi. Ils sont aussi des hommes comme nous. S'ils ne sont qu'un poignet de personnes là-bas, nous sommes la population. Si on ne les appuie pas dans un moment donné, ils ne peuvent rien faire. Ils ne pourront rien faire. Ils vont juste se limiter au communiqué. C'est ce que nous observons actuellement. Ils ont besoin de notre appui, sinon, c'est toujours sortir des communiqués. Non. Vous savez, lorsqu'on est
une association de défense des consommateurs. On est là avec toute la bagatelle nécessaire, c'est-à-dire on a les avocats, on a des informateurs. Et lorsque on a toutes les preuves qu'il y a faux quelque part et que l'État est responsable qu'elles sont faites, alors on peut même porter l'affaire devant les tribunaux. Vous voyez dire, c'est ça une association de consommateurs. Mais ce n'est pas faire des marges ou des communiqués. Ça, c'est trop facile, ça. Quand on est une association de consommateurs, on défend l'opinion, on défend le peuple. Alors, à quel coût le peuple veut acheter le ciment? Parce qu'il est, je donne l'exemple, parce qu'il est produit chez nous. Alors, si on a donc sur ce coût, d'abord la structure du prix. Si on dit que le ciment est à 4 000, une asso de consommateurs doit pouvoir nous expliquer de quoi se composent les 4 000 là. Si elle est incapable, donc elle n'a pas dit que c'est de l'incompétence. Je m'excuse. Si je le dis, c'est parce que il y a déjà 3, 4 ans ou 5 ans, je ne me rappelle pas, j'avais attaqué la société suite à une carte de 200 francs qu'elle percevait lorsqu'on allait payer donc nos factures. Et les associations de consommateurs j'étais convoqué, j'étais convoqué à la direction de la société avec toutes les associations de consommateurs étaient là. Voyez-vous, ils n'ont rien fait pour vous défendre. Malheureusement, je me suis défendu là-bas. Le directeur, un certain Kakati, il était gros, il a dit, mais qui a parlé? J'ai dit, c'est moi qui ai parlé. Il me dit, écoutez, est-ce que tu es venu vers nous? Il a un peu grandi, il est parti. Mais j'ai pris la parole. Il y avait Sogadi qui m'a un petit peu accompagné. On va épargner les détails parce qu'il est déjà l'heure. Il est déjà l'heure. Mais finalement, j'ai obtenu la déflation de ces 200 francs-là. J'avais des arguments que j'avançais, que je défendais avec ma plume et devant le directeur, j'ai avancé. Vous voyez déjà, et j'ai réussi à convaincre le directeur et il a promis de faire la déflation et elle a été faite. Mais là, personne n'en parle. C'est une victoire que j'avais obtenue pour le peuple togolais. Voyez-vous, mais lorsqu'on est une nation de consommateurs, mais on s'arme de tout. L'informateur, des avocats, et de tout, et on est prêt à se constituer partie civile lors des procès, même contre l'État. C'est ça une association de consommateurs. Ce n'est pas dans un bureau climatisé avec des communiqués ou des appels à manifester. On veut les sentir sur le terrain. On veut que ces associations aillent vers les producteurs, qui nous expliquent la structure de leur sortent des communiqués, après nous dire pourquoi on vend ce prix à tel coût. On doit pouvoir comprendre, c'est facile. Et après revenir nous dire qu'il y a baisse, parce que au finish, c'est ce que nous voulons de. Merci à vous, d'avoir participé à cette émission. Stan, merci à vous. Toutes nos condoléances une fois encore. On est en deuil, malheureusement. Chers téléspectateurs, merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous jeudi à partir de 10h pour notre numéro de cette émission. Mais vous aurez la rediffusion de ce numéro aujourd'hui à 20h. Au revoir.